Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwad Info. Le chef de l'État nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a effectué jeudi dernier une visite de quelques heures à Bamako et à Ouagadougou où il a rencontré ses homologues maliens et burkinabés. La lutte contre le terrorisme et les enjeux de l'Alliance des États du Sahel étaient au cœur des discussions entre les trois dirigeants. On va revenir donc sur cet événement avec notre invité, Noureddine Diallo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte Guézéré et merci pour votre invitation. Un plaisir de vous revoir sur ce plateau. On va donc revenir sur cette visite du président nigérien dans les pays voisins du Niger, Bamako, le Mali et le Burkina Faso. Tout de suite, dites-nous, comment interprétez-vous justement cette visite éclair du dirigeant du Niger? Mais ça veut dire tout simplement que dans l'AES, ça bouge. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font et que déjà que les trois pays sont très proches, sont dans le même espace. Il n'est peut-être pas nécessaire que les présidents se voient régulièrement vu qu'ils ont des collaborateurs et qu'ils ont beaucoup de moyens de communication. Sa dernière visite dans ces pays remonte à un peu plus d'1 an. Oui, disons précisément 1 an, 10 mois, c'est-à-dire un peu moins de 2 ans. La première fois, il y était allé pour remercier donc, le peuple malien et son dirigeant, pour avoir décidé automatiquement d'entrer en guerre si jamais le Niger en venait à être attaqué. Le président Tiani l'a rappelé il y a 2 jours à Bamako. Et la visite aussi, sa première visite aussi à Ouagadougou, c'était pour c'était une visite d'amitié et de travail. Et je crois que tout ça a permis d'harmoniser les points de vue. Et on a vu la création de l'AES et ensuite c'est passé à une confédération. Donc ça fait quand même en moins de 2 ans, comme je le disais, 2 visites du président Tiani, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'AES. Et presque 2 ans après, avez-vous le sentiment que cet élan de solidarité demeure entre les trois dirigeants, voire les trois peuples? Absolument. Pour l'instant, 2 ans, ces 2 années ont permis à ces 3 pays de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité des frontières et de l'intérieur des pays, l'unification donc d'une force régionale pour contrer le terrorisme et surtout aussi de pouvoir travailler à donner un contenu réel économique, un contenu lié au développement donc à cette alliance. Donc je crois que en 2 ans, 2 ans c'est très petit dans la vie d'une confédération, la vie même des nations et même la vie d'un être humain. 2 ans c'est très petit. Mais si on voit les pas qui ont été effectués, on peut dire quand même sans risque de se tromper que l'AES est en bonne voie. Et parlons de sécurité, justement, la lutte contre le terrorisme dans le Liptako-Gourma a largement occupé les discussions entre les chefs d'État lors de cette visite placée sous le signe du travail et de l'amitié. Ça reste l'une des priorités des priorités. Oui, ceci est tout à fait normal. La sécurité est... Vous avez bien fait de le rappeler, c'est pour ainsi dire la priorité des priorités. Et puis n'oubliez pas que chacun des 3 dirigeants de l'AES est venu au pouvoir parce que ça n'allait pas sur le plan sécuritaire. Malgré tout l'armada et toute l'assistance technique, le renseignement et tout le reste des forces de l'OTAN et notamment de la France. Donc ça n'a pas fonctionné et je crois que c'est face au désarroi des populations que chacun de ces dirigeants a pris le pouvoir et donc c'est tout à fait normal, que c'est compréhensible que la sécurité demeure l'essentiel de leur discussion. Quel bilan établir à ce jour justement sur le plan sécuritaire dans la zone du Liptako-Gourma? Si vous regardez sur le www.africadev.net, nous avons fait une enquête totalement libre et nous avons publié il y a quelques jours un article sur l'état aujourd'hui de la sécurité. Dans notre article parlait du Niger, mais ce que nous avons remarqué au Niger est aussi valable pour les 3 autres pays. Le premier résultat à saluer, c'est que les États de l'AES ne se sont pas effondrés, comme l'avaient prédit beaucoup d'observateurs, notamment occidentaux. Et les pays occidentaux pensaient que si ils se retirent, comme l'ont demandé les États du Sahel, que c'était plus tenable et que les États de l'AES vont s'effondrer au bout de quelques mois, ce qui n'est pas vrai. Et puis, nous avons vu, après le retrait des opérations proprement dites, il y a eu le retrait des
des institutions qui assistaient donc ces pays en matière de sécurité et de renseignement venant de l'Union européenne. Je pense à le Cap Sahel, par exemple. Le Cap Sahel n'est plus au Niger et aucune de ces institutions similaires n'est plus présente dans l'espace AES. Et pourtant, la sécurité n'est pas pire aujourd'hui qu'avant. Bien au contraire, les incursions sont réduites, même si... Les attaques demeurent ici et là. On a toujours recensé des attaques qui ont touché ces trois pays, surtout le Niger. Nos informations, c'est-à-dire les résultats de nos enquêtes ont prouvé que le nombre, la quantité d'attaques en réalité a baissé. Par contre, il y a eu le fait que les attaques, bien qu'elles aient baissé, elles sont de plus en plus meurtrières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ennemis de l'AES donnent plus de moyens et sont plus imaginatifs. Voilà pourquoi la lutte, elle doit continuer à être implacable. Et je pense que par rapport à ça, les dirigeants de l'AES ont très bien compris les enjeux. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont créé la force unifiée, riche de 6 000 hommes. Et aujourd'hui, comme l'a dit le président Abdourahmane Tiani devant son homologue Goïta à Bamako il y a 2 jours, il faut aller plus loin. Aller plus loin signifie qu'il faut davantage doter cette armée unifiée, mieux l'équiper en outils de travail, c'est-à-dire en armement, mais aussi en renseignement. Donc le travail est un travail de longue haleine et nous espérons que d'ici quelques années, la sécurité va revenir complètement dans le Sahel. Mais est-ce que la coopération militaire justement entre les trois pays à ce jour, est-ce qu'elle n'a pas justement vécu des difficultés avec le retrait d'autres forces étrangères? Non, il n'y a pas... Bon, vu de l'extérieur, ça peut paraître comme une difficulté. Mais c'est une extraordinaire opportunité pour les pays et pour les armées de prendre complètement leur sécurité en charge eux-mêmes. Et c'est ça, justement, qui peut être... C'est la seule lutte qui peut donner de l'efficacité et de l'impact à la lutte antiterroriste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-traiter la sécurité. Et la sécurité doit être d'abord du ressort pleinement des forces du pays, des forces nationales, des forces de défense et de sécurité de chacun des pays. Ce qui est valable pour l'AES, c'est aussi valable pour les autres pays, pour tous les pays au monde. C'est-à-dire que la sécurité, c'est d'abord l'affaire des citoyens, des armées, des citoyens, des dirigeants des nationaux eux-mêmes, d'abord, à la base. Et puis ensuite, on peut chercher des partenariats stratégiques. C'est ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui, en nouant des partenariats stratégiques avec notamment la Russie, qui est l'essentiel de leur partenaire en matière de sécurité, en nouant aussi des partenariats avec la Turquie, l'Iran, etc. On a pu le comprendre dans le discours du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies. L'acquisition de matériel militaire demeure toujours protocolaire. Comment comprendre cela? Oui, c'est un fait. C'est vrai que on a remarqué, et ça ce n'est pas la première fois, les dirigeants de l'AES l'ont toujours dit. C'est-à-dire que les pays de l'OTAN mettent leur veto et font des manœuvres sournoises dans l'ombre pour empêcher aux États du Sahel d'avoir l'armement qu'il leur faut. Et puis, tout ça, ce sont des manœuvres pour les empêcher d'avoir ce qu'il faut, l'armement nécessaire pour faire face au terrorisme. C'est pour vous dire qu'en réalité, si vous avez écouté le dernier discours à la nation du président Abdourahmane Tiani, il l'a rappelé, il a dit aux Nigériens que la lutte, elle n'est pas terminée, et que ça se continue, et que l'ennemi se déploie sous diverses formes, et essaie d'être imaginatif, de se réadapter. L'essentiel, enfin, ce que veulent les ennemis de l'AES, c'est que les armées ne puissent pas faire face à la menace sécuritaire, en ne soyant pas dotés suffisamment d'armement de pointe qu'il faut. Mais je pense que de plus en plus, l'AES aussi ne dort pas. Les dirigeants trouvent aussi des moyens. Mais c'est que c'est lâche de la part des forces otaniennes et de la France qui cherchent toujours à leur mettre, à mélanger les pédales pour l'AES. Et c'est regrettable. Et parlons toujours de sécurité. Observez tout le dispositif sécuritaire mis en place à l'arrivée du président Abdourahmane Tiani dans les deux capitales, Bamako et Ouagadougou. Mais quel message cela renvoie sur la situation actuelle? Mais écoutez, je suis un observateur donc des dispositifs sécuritaires. J'ai une idée un peu. J'ai observé un peu, j'ai vu aussi à la télé, comme vous aussi, quel a été l'impressionnant dispositif sécuritaire. D'abord, le message, c'est pour dire qu'on est là, on ne lâche rien du tout, et nous veillons au grain.
Vous avez vu que le président Tiani a voyagé à bord d'un avion militaire d'abord, un gros avion militaire. Et ensuite, vous avez vu la quantité d'éléments de forces spéciales qui l'encadraient. Et vous avez vu aussi l'accueil à Bamako et aussi à Ouagadougou. Non, c'est pour vous dire qu'en réalité, les dirigeants de l'AES sont conscients que le risque est toujours palpable. Eh bien, ils font tout pour ne pas se laisser surprendre. Et donc, aujourd'hui, les forces d'abord de l'AES sont bien entraînées et continuent de se perfectionner. Et les gardes présidentielles aujourd'hui, dans les pays de l'AES, il n'y a pas beaucoup qui sont comparables dans beaucoup de pays aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que les dirigeants de l'AES ne laissent rien au hasard. À la tribune des Nations Unies, il y a quelques jours, les 3 premiers ministres des 3 pays dans leur discours ont utilisé un ton offensif. Visiblement, la tension est toujours palpable avec les voisins, notamment le Mali, entre le Mali et l'Algérie, tout comme le Bénin et le Niger. Le cas de l'Algérie est assez spécifique, enfin assez criard, je vous dis, parce que rappelez-vous qu'en avril dernier, l'Algérie a abattu volontairement un drone de l'armée malienne. Ça, ce n'est pas amical et ça ne fait pas bon voisinage. Ensuite, le Mali l'a toujours dénoncé. Les groupes rebelles et les djihadistes, enfin les terroristes pour ainsi dire, qui opèrent, qui mènent des incursions à l'intérieur du Mali, une fois que Kidal a été repris, mais ces groupes-là se réfugient où? En Algérie. Et c'est l'Algérie qui les protège. Pourquoi l'Algérie ne les rend pas? Donc ça veut dire, quand vous protégez mes ennemis, ça veut dire que vous êtes contre moi. Donc le raisonnement est tout simple. L'Algérie ne joue pas un franc jeu dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est un trouble fait. L'Algérie, aujourd'hui, si vous voulez, c'est le relais de la France au-dessus du Liptako gourmand pour continuer à semer le trouble, pour continuer à alimenter les terroristes, pour continuer à les protéger. Donc le message est clair, le Premier ministre malien a tout à fait raison. Et je crois que son discours va dans la même ligne droite que le discours de ses homologues du Niger et aussi du Burkina. Cela répond à la solidarité diplomatique qui existe aujourd'hui donc au sein de ces pays membres de l'AES. Donc, toujours dans les discours des chefs d'État africains, tous ont insisté sur la nécessité, l'urgence même, aujourd'hui, que l'Afrique ait de siège au sein du Conseil de sécurité, pour certains essentiellement aussi avec droit de veto. Mais pensez-vous qu'il y a espoir à ces demandes? Bon, c'est ça. Si l'institution onusienne, vraiment, c'est une institution qui a le souci réellement de prendre en compte les préoccupations de tous les peuples du monde, il faut corriger cette injustice. Et cette demande, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une réclamation que les Africains ont toujours mise en avant depuis des années. Mais je pense que ce qui est important, c'est l'organisation d'abord qu'il faut mettre en place sur le plan africain. Vous savez que les autres ne respectent que ceux qui ont l'arme nucléaire. Ils ne respectent pas les faibles. Et aux Nations Unies, personne ne respecte les pays qui n'ont pas une force militaire avérée. Voilà pourquoi l'Afrique doit s'organiser, parler d'une seule voix si c'est possible et mettre des stratégies en place pour peser dans la balance. De manière à ce que quand on regarde l'Afrique... Et comment pensez-vous que cela est faisable, par exemple, au sein de l'Union africaine? Non, tout projet à dimension régionale ou africaine est possible. C'est juste qu'il faut une large volonté. En tout cas, ce désir des États de donner un contenu aux États-Unis de l'Afrique, elle est une réalité au sein des populations du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de l'Afrique. Maintenant, c'est peut-être que les dirigeants, pour des intérêts divers, pour des positionnements ou pour des alliances secrètes avec telle ou telle puissance à l'international, ce sont ces réalités qui font que l'Afrique, jusqu'à présent, ne parle pas d'une même voix. Prenez par exemple le cas de l'Algérie, prenez le cas de la Côte d'Ivoire avec la France. Donc, ce n'est pas impossible. Il suffit juste qu'on ait des dirigeants visionnaires, des dirigeants patriotes qui aiment le pays, qui aiment le continent, et puis ça peut se faire. À Bamako, tout comme à Ouagadougou, lors de la visite du président Abdourahmane Tiani du Niger, les chefs d'État du Sahel ont donc réaffirmé leur engagement à défendre la souveraineté de leur pays ou de l'espace de l'AES. Et après un retrait de la CEDEAO, de l'EIF ou encore de la CPI tout dernièrement, comment évaluez-vous le niveau d'institutionnalisation de l'AES aujourd'hui?
Non, je pense que en 2 ans même, ce que l'AES a fait est impressionnant. Vous avez bien fait de le rappeler. Tous ces retraits de ces institutions qui ne participent pas à permettre, à favoriser le sort de l'AES, c'est-à-dire que c'est des institutions qui ne sont pas sincères et qui continuent jusqu'alors de recevoir des ordres et d'être à la solde donc, de l'impérialisme. Et vous savez que ces 3 pays de l'AES ont dénoncé les accords avilissants. Ils sont retirés des accords qui ne les arrangent pas. Donc c'est très difficile de faire le ménage, de rester ensemble avec d'autres pays qui ne sont pas dans la même logique. Rappelez-vous de la triste réunion ici à Lomé même de l'UEMOA. Je crois que l'UEMOA fait partie des dernières institutions et au sein desquelles l'AES ne se sent toujours pas à l'aise vu que l'AES voit les autres et peut-être qu'elle a raison. Au sein de l'UEMOA, par exemple, oui. les discussions se poursuivent certainement, mais pensez-vous qu'on peut, en matin, justement, vivre encore un retrait de ces 3 pays de cette organisation? Ce n'est pas impossible. Si vous avez suivi le discours ou l'intervention du président Tchani à Bamako, mais il dit qu'il ne peut pas tout dévoiler, qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre et qui seront dévoilées, notamment en décembre prochain, lors d'un sommet donc, des chefs d'État de la Fédération. Des observateurs qui craignent l'isolement après tous ces retraits qui se sont succédés ces 2 dernières années? Oui, mais ça, c'est naturel, c'est humain. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau vent qui souffle, et que les gens voient, ils n'ont pas confiance, ils ne croient pas. C'est normal que les gens les dénigrent, que les gens pensent que ça ne peut pas aller loin. Mais il faut que l'AES continue. Mais je pense qu'en 2 ans, si on regarde ce que l'AES a fait, je vais revenir sur ça. Vous m'avez demandé quel est le niveau d'institutionnalisation. Allons-y. Mais n'oubliez pas que d'abord, il y a eu la signature de la charte du Liptako Gourma. C'était le 16 septembre 2023. Et ensuite, cette charte a été accompagnée de la transformation de l'Alliance en confédération. Le général Tchani l'a rappelé. Et puis, il y a eu l'adoption, n'oubliez pas, de l'hymne national et d'un drapeau de l'AES. Il y a eu l'harmonisation des taxes douanières dans l'espace. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que dans l'AES, le système de roaming est supprimé. C'est une avancée considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous soyez... En matière de télécommunication. En matière de télécommunication, si vous êtes nigérien ou burkinabé ou malien et que vous vous déplacez dans l'espace, vous changez vous traversez les frontières, eh bien, ça ne change rien. Vous gardez toujours votre téléphone en main, on peut vous appeler de chez vous, et puis ça ne change rien du tout. Donc, c'est une avancée qui est considérable. Il y a le projet de monnaie commune. Il y a le projet de la création d'une banque confédérable, de l'investissement et aussi du développement. Et puis, il y a le retrait effectif de ces 3 pays de la CEDEAO. Il y a également la mise en place d'une force militaire conjointe unifiée. Tout ça, c'est des avancées. Et puis, les pays de l'AES disposent désormais de leur passeport estampillé AES qui voyagent partout dans le monde. C'est des avancées. Il ne faut pas négliger tous ces aspects. Je crois que si on voit un peu ce que l'AES a réalisé en 2 ans, je n'ai pas souvenance qu'il y ait une institution sous-régionale qui ait pu faire ça en si peu de temps. Donc, on ne peut que tirer chapeau aux dirigeants de l'AES ainsi qu'au peuple de l'AES. Et selon vous, quelle est cette vision commune que partagent ces 3 pays, dirigés donc par des militaires, mais dans un contexte de tension, les conséquences sont là, depuis par exemple la fermeture des frontières avec le Bénin? Non, la vision commune des pays membres de l'AES, elle est claire. Les dirigeants l'ont souvent réaffirmé. Il s'agit d'avoir une souveraineté authentique, c'est-à-dire une vraie souveraineté, et qui est basée sur 3 piliers, à savoir d'abord, 1, la défense et la sécurité, la diplomatie commune, c'est-à-dire dégager toujours les points de vue communs sur les questions internationales. Vous avez vu un peu, lorsque l'Algérie a abattu le drone du Mali, vous avez bien vu que dans les 2 autres pays, les ambassadeurs ont été appelés pour répondre. Donc il y a aussi le 3e pilier qui est le développement. Parce que si on parle de diplomatie commune, si on parle de défense et de sécurité, mais sur la durée, c'est l'économie qui compte. Il faut que ces pays
continue de travailler à se développer. D'où la nécessité d'aller vers une monnaie commune, parce qu'en réalité, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, on ne peut pas parler réellement d'une souveraineté quand on n'a pas une maîtrise sur son économie. Et aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de pays sont encore dans des regroupements où déjà que la monnaie CFA n'est pas imprimée en Afrique, imprimée quelque part en France, mais c'est des moyens de pression sur nous. Donc il faudrait que l'AES a vu juste en allant jusqu'à proposer la création d'une monnaie commune pour l'espace et la création d'une banque également centrale, une grande banque avec un fonds de roulement très important. Donc je crois que voici donc la vision globalement souveraineté, sécurité et défense, diplomatie commune et puis aussi développement. Oui. Et au regard justement, en parlant de diplomatie et de l'intégration dans l'AES, cette visite du président nigérien était, selon vous, principalement symbolique ou stratégique je pense, dans le contexte actuel? Bon, je pense que c'est les deux. Symbolique en ce sens que d'abord, ça bouge au niveau de l'AES et que les dirigeants, les frères se rencontrent entre eux. Et puis aussi, c'est une visite qui est en prélude quand même au sommet de décembre prochain. Des chefs d'État des chefs d'État de la Confédération. Donc, c'est sûr qu'on aura, lors de ce sommet, on aura plus d'éclaircissement sur les questions monétaires et aussi sur la question de la création de la Banque confédérale. Donc, je pense que en réalité, c'est une visite qui, à mon sens, prouve que ça bouge dans l'Alliance. Pour l'instant, j'aime bien rappeler ça, qu'au fond, économiquement, c'est difficile. Et les dirigeants en ont pleinement conscience et le disent. Maintenant, on ne peut pas faire aussi des omelettes sans casser des œufs. Donc, lorsque vous tournez complètement le dos à des partenariats qui ne vous arrangent pas, c'est-à-dire que pour certains pays qui continuent d'avoir de l'aide budgétaire en 2025, c'est grave. Donc ça fait partie des politiques auxquelles l'AES a tourné le dos, la politique de la main tendue. Donc l'AES ne veut plus tendre la main. L'AES veut s'inspirer des richesses qui sont... voilà. Sur le plan social, quels sont les impacts de tous ces changements sur le quotidien des peuples dans les différents pays? Oui. D'abord, il faut remarquer que les 3 pays de l'AES mettent, disons, près de 50% de leur budget dans la sécurité. Et que les ressources se font rares. Et que les pressions sécuritaires aussi, parce que il y a toujours des incursions, ça veut dire qu'il faut organiser plus de patrouilles, il faut acheter plus d'armements. Tout ça, ce n'est pas facile du tout. Et donc, ça pèse sur l'économie et que ça crée une pression supplémentaire. Donc, quand vous êtes dans l'un des pays de l'AES, vous le ressentez, cette pression économique. Mais je pense que c'est des populations qu'il faut saluer et encourager. Parce qu'au bout de l'effort, c'est sûr qu'il y aura le réconfort. Et pour l'instant, l'impact qu'on a, c'est d'abord que les pays ont compris, les populations ont compris que c'est une lutte qui les concerne et que c'est un sacrifice que tout un chacun, chaque population, chaque citoyen de l'AES est en train de consentir. Et l'essentiel est que ces sacrifices-là ne soient pas perdus. Mais il faut, quand on parle de l'AES, il faut féliciter également le président du Conseil du Togo qui a prêté sa façade maritime à l'AES et qui aujourd'hui, le port de Lomé est le port de l'AES et que le port a fait des conditions, disons, vraiment compétitives pour l'AES et qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu, les citoyens de l'AES sont plutôt fiers de ce qui se fait au niveau du port de Lomé et au-delà de ce qui a été fait par le président du Conseil. Et je crois que ça, ce sont des vrais Africains qu'il faut saluer. Il faut rappeler aussi les 3 gouvernements dans les 3 différents pays à l'international peuvent être parfois très critiqués, mais comment en même temps autant être contesté sur la scène internationale, mais sur le continent, quand même bénéficier d'un soutien populaire?
Je crois que récemment, Jeune Afrique a publié un rapport d'enquête où il dit que, en tout cas, 70% des Africains francophones soutiennent l'AES et ses dirigeants. Ce n'est pas faux. Il y aurait même des pays francophones qui pourraient à l'avenir rejoindre. adhérer. Absolument, absolument. Parce que l'AES est fondée sur des piliers vrais et les relations internationales au sein de l'AES sont totalement décomplexées. Et l'AES ne reçoit d'autres nulle part. Donc l'AES fait ce qu'elle pense juste pour sa population. C'est un point de marqué. Mais vous savez, vous parlez de gouvernements controversés ou contestés. Je ne crois pas du tout. Ceux qui contestent les gouvernements de l'AES, on les connaît, c'est la France et ses amis de l'OTAN, avec évidemment leur relais sur le plan local africain. Je vous donne l'exemple par exemple d'Alassane Ouattara, le président Ouattara. À part ces gens, je ne vois pas qui conteste l'AES. L'AES aujourd'hui prononce des discours haut et fort à la tribune des Nations Unies. Où est-ce qu'il faut encore affirmer la souveraineté des pays? C'est devant la tribune des Nations Unies. C'est vrai qu'au lendemain du renversement du président Bazoum, et l'ancien gouvernement du président Bazoum, les Assoumi Massaoudou, les Ouroumou se sont déportés à la tribune aux Nations Unies pour essayer de faire un bras de fer avec le ministre des Affaires étrangères. Mais vous avez vu très bien qu'aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Ils sont complètement effacés. Ça veut dire que l'AES, du moins, ça a marqué son territoire et qu'aujourd'hui, l'AES est appréciée. Elle est invitée dans beaucoup de forats, dans beaucoup de grandes réunions aujourd'hui, de la Turquie à la Chine, à la Russie, etc. Donc, personne n'est contre l'AES. Ceux qui critiquent l'AES, qui sont contre l'AES, c'est la France et ses amis, c'est tout. Sinon, tout le reste est d'accord avec l'AES. Didier Noureddine, pour terminer, vous le rappeliez, en décembre prochain, se tiendra donc le sommet des chefs d'État de l'AES. Est-ce qu'à AfricaD, vous vous posez déjà la question, lequel des deux autres pays, je veux dire le Burkina Faso ou le Niger, prendrait la présidence tournante? Oui, la présidence déjà dans les tests de la Confédération, elle est tournante, elle est prévue ainsi. Bon, maintenant, je pense Vous allez faire votre sondage. En tout cas, on va faire un sondage, mais je pense que ça va être une entente entre les trois chefs d'État. Que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina qui prennent le relais, ça revient à la même chose. Hein. C'est l'essentiel, c'est que l'AES avance. Je pense que l'AES aussi se caractérise non pas par une guerre de leadership au sein des dirigeants, mais par une vision commune de pouvoir avancer ensemble et de produire de l'impact. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.